Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. En fait, je vais faire un petit rappel concernant les notions de base qu'on a vues durant cette période de formation en ligne. Je vous rappelle que notre objectif au niveau de module TLA et compilation, c'est de comprendre le comportement d'un compilateur. Un compilateur est un outil automatisé qui permet de traduire un code source en un code binaire qui est compris par la machine. Pour ce faire, on va s'intéresser uniquement à la deux premières phases de la compilation, qui sont la phase de l'analyse lexicale et de l'analyse syntaxique. Alors, on va commencer par l'analyseur lexical. Le rôle de l'analyseur lexical, c'est la reconnaissance des mots existe au niveau d'une instruction de code. Prenons l'instruction de code source x plus y fois z. L'analyseur lexical, il va reconnaître x en tant qu'identificateur du variable, et puis il va connaître ou bien reconnaître plus comme étant un opérateur arithmétique, y comme étant un identifiant, et l'étoile comme étant nombre de fois de multiplication, c'est un opérateur arithmétique, et enfin z, de son tour, est un identificateur. Les outils utilisés par l'analyseur lexical, ce sont les modèles, c'est-à-dire les automates finis et les expressions arithmétiques, ou bien, je m'excuse, les expressions régulières correspondantes. On a vu la correspondance entre un automate et une expression régulière durant la partie qui précède le confinement. L'output de l'analyseur lexical, en fait, c'est une suite de tokens ou bien des unités lexicales, qui sont les mots reconnus par l'analyseur lexical. Cette instruction est de la forme ID plus ID fois ID, avec ce plus et ce fois, ce sont des mots-clés qui indiquent un opérateur arithmétique. ID, c'est l'identifiant d'une variable, c'est-à-dire le nom. Cette suite des unités lexicales va être transmise à l'analyseur syntaxique. Le rôle de l'analyseur syntaxique, maintenant, c'est de vérifier la syntaxe des mots qui sont reconnus par l'analyseur lexical. Les outils utilisés au niveau de l'analyse syntaxique, ce sont les grammaires. L'output, c'est un arbre syntaxique. Alors, la question qui se pose, c'est quoi une grammaire? En fait, prenons l'exemple de cette grammaire-là pour qu'on puisse expliciter les éléments qui composent une grammaire. En fait, une grammaire est un système de réécriture composé de 4 éléments. Le premier élément, c'est l'ensemble déterminant. En fait, c'est un ensemble qui regroupe les mots qui constituent l'instruction de code, qui peut être au niveau de cette grammaire, hein, les terminants peuvent être un identifiant, une constante, ou bien des opérateurs arithmétiques, ou encore des parenthèses. V est l'ensemble des non-terminaux. Ce sont des éléments grammaticaux qui permettent la structuration des mots, qui permet de définir la syntaxe des mots et l'ordre des mots. Par exemple, ces non-terminaux me permettent d'avoir un élément plus un élément entre parenthèses, un élément fois élément. Vous voyez? Dans ce cas-là, au niveau de notre grammaire, le seul non terminal détecté, c'est E. Dans d'autres grammaires, on peut trouver plusieurs non terminaux. L'axiome, c'est un élément non terminal particulier. C'est à partir de lui qu'on commence à déclencher les règles de dérivation. Alors, qu'est-ce qu'une règle de dérivation? C'est le quatrième élément. R, c'est l'ensemble des règles de dérivation. La question qui se pose maintenant, quelles sont les règles de dérivation? Alors, règle de dérivation, c'est une
règle de réécriture qui prend la forme partie gauche se dérive en partie droite. La dérivation, elle était marquée par une flèche. La partie gauche de cette grammaire, c'est E, c'est le nom terminal E. Et la partie droite, c'est l'ensemble des instances. Voilà. La première instance, c'est ID, la deuxième instance constante, la troisième, c'est E plus E, ainsi de suite. Chaque instance, les instances, ils sont séparées par la barre qui indique O. Alors, on peut lire E se dérive en ID. Cette flèche-là se lit, se dérive. De même, E se dérive en une constante et E se dérive en E plus E, etc. Une petite remarque, disons que on peut déterminer les types d'une grammaire selon la partie gauche et la partie droite de la règle. C'est-à-dire, à partir des règles qui constituent la grammaire, on peut définir les types, on peut détecter et déterminer le type d'une grammaire. En fait, on aura trois types: les grammaires contextuelles, les grammaires hors contexte et les grammaires régulières. Les grammaires contextuelles, ils sont définis comme suit. La partie gauche, vous voyez que toutes les définitions de type se basent sur les règles. Donc, la partie gauche et la partie droite des règles. La partie gauche d'une grammaire contextuelle ayant une longueur, une cardinalité inférieure ou égale aux longueurs de la partie droite. Prenons l'exemple S se dérive en ASBC. La partie gauche, c'est grand S. La partie droite, c'est petit a, grand S, grand B, grand C. Voyons que longueur de grand S, c'est 1, longueur de cette partie, c'est 4. Voilà, la taille de S, elle est strictement inférieure à la taille de la partie droite. Pour la deuxième règle, CB de taille 2 et BC de taille 2, ils sont égaux. Donc, toutes ces règles suivent cette définition, donc cette grammaire, elle est contextuelle. Faites attention au cas particulier lorsque l'axiome, dans ce cas-là, l'axiome CS, le premier non terminal, à partir de lui qu'on commence les dérivations, ce S-là se dérive en epsilon. C'est un cas particulier, car epsilon est de taille 0, S de taille 1. Alors, on passe au second type. Ce sont les grammaires hors contexte. Les grammaires hors contexte, ils sont définis comme suit. La partie gauche est purement non terminale, est toujours non terminale, qui se dérive en une partie droite qui peut être soit un élément terminal, soit un élément non terminal. En fait, c'est une suite quelconque des symboles terminaux et non terminaux. Voyons l'exemple. S, la partie gauche, c'est un non terminal, se dérive en la partie droite. La partie droite, c'est un mélange entre un terminal A, petit a et petit b, et un non terminal grand S. La deuxième règle aussi suive cette définition. La partie gauche, elle est toujours non terminale, mais la partie droite, c'est un mélange, vous voyez, entre tout ce qui est terminal et non terminal. Les grammaires régulières maintenant. Les grammaires régulières, ce sont des grammaires qui suivent cette définition. La partie gauche, elle est toujours un élément non terminal et la partie droite, elle prend deux formes. Soit uniquement un terminal petit t, soit un terminal suivi par un non terminal. C'est-à-dire son suffixe est un non terminal et non pas son préfixe. Faites attention. Prenons cet exemple-là, voyons que toujours la partie gauche est un non terminal, la partie droite soit un terminal uniquement, comme 0 et 1, soit un terminal comme 1, suivi par un non terminal, qui est grand M. Faites attention, pour les grammaires hors contexte, on aura un mélange
on met pas en considération l'ordre des terminaux et des non-terminaux. Par contre, pour les grammaires régulières, il est très indispensable l'ordre des terminaux et des non-terminaux. Soit vous retrouvez les terminaux tout seuls, soit vous retrouvez les terminaux suivis par les non-terminaux. Donc, comme on a vu que les grammaires ayant des types, même les dérivations, si je dis E se dérive en ID, E se dérive en constante, ces dérivations ayant de son tour des types. Quels sont les types d'une dérivation? Pour ce faire, pour bien expliquer, prenons une phrase pour déterminer ou bien pour vérifier son syntaxe, pour voir si cette phrase-là, elle était engendrée par la grammaire des expressions arithmétiques. On va commencer toujours par l'axiome E. Voilà. La question qui se pose, E, elle peut se dériver soit en ID, soit en constante, soit en E plus E, en E fois E. Laquelle parmi tous ces instances-là, je peux choisir la bonne règle de dérivation ou bien la bonne instance droite? Donc, pour répondre à cette question, il suffit tout simplement de faire un coup d'œil sur votre phrase et de choisir la règle la plus proche à la structure de votre de votre phrase. Voyons que cette phrase, elle peut être écrite en une partie fois une partie, un opérant droit fois un opérant gauche. Donc, je peux réécrire cette phrase en E fois E. Donc, je choisis E se dérive en E fois E. La question qui se pose maintenant, j'ai eu deux E, un non terminal E à gauche et un non terminal E à droite. Lequel je choisis pour continuer à faire les dérivations, sachant que les dérivations ne s'arrêtent que vous arrivez à trouver la phrase. Donc, lequel parmi ces deux E choisis pour faire la dérivation suivante? Donc, si vous êtes en train de faire le premier type de la dérivation, c'est-à-dire la dérivation à gauche, donc on choisit l'élément le plus à gauche qui était en rouge. Si on est en cours de faire une dérivation à droite, donc on choisit l'élément le plus à droite qui est ce E-là en noir. Dans ce cas-là, on va choisir la dérivation à gauche. Du coup, on va commencer par E le plus à gauche. Ce E-là va être toujours, on fait un coup d'œil sur la phrase. On a E fois E, une partie E fois une autre partie E. Cette partie qui se trouve tout à gauche va être remplacée par la forme E plus E, par la forme E plus E. Et on choisit toujours la partie gauche. Voilà, celui en rouge va être remplacé par un ID. Et qu'est-ce qui nous reste à remplacer le deuxième E encore par un ID? Et voilà. Toujours, je choisis le E le plus à gauche car je suis en une dérivation à gauche. Et le dernier E va être de son tour remplacé par un ID, redérivé en ID. Et enfin, j'ai arrivé à engendrer la phrase ID plus ID fois ID, donc je m'arrête. Faites attention, vous pouvez avoir plusieurs dérivations à gauche. Si je vais commencer par l'axiome E, mais pour cette fois-ci, on ne va pas commencer par E fois E, mais par contre, on commence par E plus E. Je choisis toujours l'élément le plus à gauche et va être remplacé par un ID. Et ce E-là va être remplacé, normalement, va être remplacé par quelque chose fois quelque chose. Donc, va être remplacé par E fois E. Et le premier E qui se trouve à gauche va être remplacé par un ID et le dernier par un autre ID pour arriver à ID plus ID fois ID. Et donc, voilà. Alors, il y a une remarque très très importante. Si pour la même phrase, vous retrouvez plus qu'une dérivation à gauche,
Voyons que vous avez une dérivation à gauche différente à la première dérivation à gauche, mais qui donne la même phrase. Ceci indique que la grammaire, elle était ambiguë. De même, si vous retrouvez deux dérivations à droite pour la même phrase, donc la grammaire, elle est ambiguë. Je vais vous montrer comment définir une grammaire maintenant à partir d'un automate. On a bien traité et travaillé avec les automates et leur type, les automates finis et leur type déterministe et non déterministe. Donc, on va voir maintenant comment, à partir d'un automate, extraire et définir une grammaire et vice versa. Donc, un automate, un petit rappel, un automate, il est construit par Q, l'ensemble des états. Sigma, c'est l'alphabet où on trouve les symboles qui vont être lus par transition. Et ce petit delta, ce sont les transitions, la fonction de transition. Q0, c'est l'état initial et grand F, c'est l'état ou bien l'ensemble des états finaux. G, c'est une autre grammaire qui va être dérivée ou bien qui va être engendrée à partir d'un automate. Une grammaire, comme on a dit précédemment, elle a été constituée par 4 éléments. Grand V, c'est l'ensemble des noms terminaux. Grand T, c'est l'ensemble des terminaux. Grand A, c'est l'axiome. Grand R, c'est l'ensemble des règles de dérivation. Alors, on va suivre les règles de correspondance pour pouvoir engendrer à partir d'un automate une grammaire. Du coup, la première règle dit que T, ce T-là, l'ensemble des terminaux, il correspond à sigma. Et puis, l'ensemble des non-terminaux, il correspond à l'ensemble des états. A, l'action, il correspond à l'état initial. Et R va être extrait, l'ensemble des règles va être extrait à partir de deux règles qui sont la première. Si vous avez une transition Q, P, P se transmet en Q en lisant X à travers le symbole X. Cette transition, P est l'état de départ, Q est l'état destination et X est le symbole à lire. Cette transition va être écrite sous la forme d'une règle de dérivation en écrivant l'état de départ, P, qui se dérive en X, le symbole à lire, est suivi par l'état destination qui est Q. L'autre règle dit que tout état final, tout état final, elle correspond à la dérivation suivante. On met le nom de l'état final, se dérive en epsilon, si x est un état final. Prenons l'exemple de cet automate-là. On va engendrer, on va appliquer cette règle-là. Donc, l'axiome de la grammaire, c'est l'état initial. Vous voyez, ayant une flèche entrante, c'est grand A. V, l'ensemble des noms terminaux qui sont les états, qui sont A, B, C, D. Voilà. V, l'ensemble des états Q, A, B, C, D. T est notre sigma qui comporte les terminaux, les symboles à lire petit a et petit b. L'axiome, c'est l'état initial grand A. Et les transitions se lient comme suit. Si A se transmet en B en lisant petit b, c'est-à-dire A, c'est l'état de départ. Je mets A dans la partie gauche, j'ajoute la flèche et j'écris le symbole à lire et puis l'état destinataire. Donc le symbole à lire, c'est petit a, l'état de destination, c'est grand C. Ainsi de suite pour toutes les transitions. Et pour D, prenons l'exemple pour D. D, ayant en fait deux transitions réflexives, soit à travers A ou à travers B. Donc, D, c'est l'état de départ et lui-même l'état destination. Donc, j'écris D se dérive en
D lui-même en lisant petit a. D se dérive en D lui-même en lisant petit b. Et sachant que D est un état final, donc on ajoute la transition, cette règle-là, on ajoute la transition, D se dérive en epsilon. Et voilà, on a terminé la définition du grammaire à partir d'un automate. Fini. Alors, revenons maintenant à notre carte mentale, cette carte de départ. On a vu que l'analyseur syntaxique, il utilise l'outil grammaire. Il donne comme output un arbre syntaxique. La question qui se pose, qu'est-ce qu'un arbre syntaxique? Donc, un arbre syntaxique, c'est tout simplement une représentation graphique des dérivations. Il suffit de représenter les dérivations sous forme des nœuds et des arcs. Le premier nœud, c'est le root, c'est la racine de notre arbre, c'est l'axiome. J'écris l'axiome et je traduis cette dérivation en un arbre en écrivant E et plus suivi par E. Dans l'ordre, les nœuds s'apparaissent dans l'ordre de la règle de dérivation. Et puis, on a E se dérive en ID. J'écris E se dérive en ID. Plus reste telle qu'elle est. Et le second E se dérive en E fois E. Donc, ce E-là se dérive en E fois E. Les deux E vont être dérivés en ID. Et voilà les terminaux. Vous voyez, c'est pourquoi qu'on appelle les terminaux qui sont les feuilles de cet arbre-là. Notre phrase, c'est ID plus ID fois ID. De même pour la dérivation. De même pour la dérivation à gauche, mais en commençant par E se dérive en E fois E. Donc voilà, c'est l'arbre syntaxique. Un analyseur syntaxique, il utilise les grammaires pour engendrer enfin un arbre syntaxique. Alors, l'analyse syntaxique, de son tour, il porte deux types. Il y a l'analyse ascendante et l'analyse descendante, mais on va s'intéresser par l'analyse descendante. Alors, la procédure en général de l'analyse descendante, elle prend en input une suite des unités lexicales. Elle traite cette suite lexicale en utilisant les grammaires hors contexte, car l'analyse descendante, elle procède par les grammaires hors contexte. Et puis, elle donne comme output un arbre syntaxique. Alors, le premier traitement à faire, c'est de préparer les grammaires hors contexte. C'est de bien traiter les grammaires hors contexte. Donc, on va bien traiter ces grammaires-là. On va détecter quels sont les problèmes des grammaires hors contexte et comment peut-on gérer ces problèmes-là. On va commencer par le premier problème. Problème 1, c'est la récursivité à gauche. Qu'est-ce qu'une récursivité à gauche? Si vous avez une règle au niveau de votre grammaire qui s'écrit de cette forme-là, un nom terminal qui se dérive en lui-même avec une chaîne quelconque alpha qui ne contient pas A, ou une autre chaîne quelconque B qui ne contient pas encore A. Un exemple de ce genre de récursivité à gauche, on trouve E se dérive en E lui-même avec cette suite des symboles grammaticaux qui ne portent pas E. La partie qui suit E ne porte pas E. Cette partie-là, qui était alpha, dans cet exemple, c'est plus T. Et bêta, c'est grand T. De même, pour la deuxième règle de dérivation, T se dérive en lui-même, suivi par la chaîne alpha. La chaîne alpha, c'est fois F et bêta, c'est grand F. Voyons que la dernière règle, elle ne comporte pas de la récursivité à gauche. Donc, pour les deux règles-là, on va corriger ce problème-là. Donc, on procède par la suppression de la récursivité à gauche. Comment ça se fait? Il suffit de appliquer cette règle-là.
Il faut tout d'abord détecter la partie alpha et bêta, et puis d'écrire A se dérive en bêta suivi d'un nouveau, celui qui était souligné en vert, c'est un nouveau nom terminal R. Et puis on va définir ce R. Ce R-là se dérive en quoi? Se dérive en alpha suivi par R lui-même ou epsilon. C'est la règle toujours à suivre. Donc on va appliquer cette règle-là au niveau de cette grammaire. Pour la première règle, E se dérive en E plus T ou T. Alpha, c'est plus T et bêta, c'est T. J'écris tout d'abord bêta, R. Donc, notre bêta, c'est grand T. J'écris E se dérive en bêta qui est T, suivi par un nouveau nom terminal que je le nomme, peu importe, N, S, R, toute lettre qui était différente de E, donc je le nomme E'. Ce E' va être dérivé en la partie alpha. Quelle est la partie alpha? La partie alpha qui suit immédiatement E, qui était plus T. Donc je mets alpha qui était plus T, suivi par le nouveau nom terminal lui-même, qui est E'. Et enfin, j'écris ou epsilon. Et de même pour l'autre règle de définition. Il suffit de définir quel est alpha, quel est bêta et d'appliquer cette règle-là. Alors, passons maintenant à un autre type de problème. Ce problème-là où il y a plusieurs alternatives de la partie droite ont un préfixe en commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, cette règle de dérivation qui était affectée par ce problème-là, où il y a plusieurs alternatives de la partie droite. Quelles sont les alternatives de la partie droite? C'est la partie gauche et celle-ci la partie droite. Les alternatives de la partie droite, ce sont les instances de la partie droite. C'est-à-dire alpha, bêta, B1 ou alpha, B2, ainsi de suite jusqu'à alpha, Bn ou gamma. Tous ces éléments-là, ce sont les alternatives de la partie droite. Elle a dit que le problème, au niveau de chaque alternative de la partie droite, il y a un préfixe en commun. Celui-là, c'est un préfixe de bêta 1 qui précède bêta 1. C'est le préfixe. Alpha, c'est le préfixe et qui est le même préfixe en commun pour toutes les instances droites. Prenons un exemple. Voyons cette grammaire-là. Elle se dérive en petit a, petit b, s, ba, petit a, petit b, r ou petit b. Quel est le préfixe en commun? Le préfixe en commun pour les deux instances ou bien les deux alternatives à droite, ce sont AB. Vous voyez que AB se répète pour les deux alternatives à droite. Donc, la solution à ce problème-là, il suffit de factoriser la grammaire. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Comme indique le nom en mathématiques, c'est de créer, de détecter un facteur en commun. Notre facteur en commun qui se répète, c'est alpha. Donc, j'écris le facteur en commun qui est le préfixe en commun et je mets ce alpha en facteur de quoi? En facteur de B1 ou B2 jusqu'à Bn. Donc, alpha prime, je m'excuse, grand A prime, ce sont les parties bêta, bêta 1, bêta 2 ou bêta n qui se dérivent en bêta 1 jusqu'à bêta n. Et faites attention, ne jamais oublier les autres parties qui ne comportent pas un facteur en commun. Donc, pour corriger cette grammaire, il suffit de mettre le facteur en commun qui était petit a, petit b, suivi par le nouveau nom terminal S'. Ce S' va comporter, se dériver en quoi? En la partie qui reste, qui est SBA ou bien grand R. Jamais oublier, au niveau de S se dérive en petit b,
qui ne comporte pas un facteur en commun ou bien un préfixe en commun. R R reste intact car elle ne comporte pas un facteur en commun. Ceux qui disent voilà R est un facteur en commun, faites attention, on cherche les préfixes et non pas les suffixes. Les préfixes les plus longues. Donc jamais écrivez voilà petit a, c'est le préfixe en commun. Non, c'est petit a, petit b, c'est le préfixe en commun. Veuillez trouver le préfixe le plus long. Donc voilà, on a bien traité les grammaires, on a corrigé les problèmes. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste donc à comprendre l'algorithme de l'analyse syntaxique descendante. Comment ça se fait, cette analyse-là? Alors, pour comprendre l'algorithme de l'analyse syntaxique, il faut tout d'abord définir et reconnaître les éléments intervenants pour l'analyse syntaxique. Alors, les éléments intervenants sont une table d'analyse. Une table d'analyse, c'est un tableau qui stocke les règles de dérivation de la grammaire. Tampon d'entrée, c'est celui qui stocke la chaîne ou bien la phrase à analyser, qui se termine par le symbole $. Donc le tampon, il comporte la chaîne analysée et un symbole $, pour indiquer la fin de la chaîne. La pile, en fait, elle stocke la suite de symboles grammaticaux de la partie droite de la règle plus $. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous avez, si vous avez, tout avec une remarque très très importante, si vous avez x se dérive en UVW, j'ai choisi cette règle-là à partir du table d'analyse. Donc, je vais stocker la partie droite de la règle au niveau de la pile, mais elle va être stockée à l'envers. Je stocke dans la pile W, V et puis E, et j'ajoute le dernier élément, c'est $. Dollar, en fait, c'est l'élément qui se trouve au fond de la pile. On trouve initialement la pile vide avec un $. Et puis, on empile U, on empile V et on empile W. On empile, c'est-à-dire on ajoute au sommet. Le flot de sortie, c'est le quatrième et le dernier élément de l'analyse syntaxique. Il stocke toutes les règles de dérivation qui sont utilisées pour l'analyse de la chaîne. Pour analyser la chaîne. En fait, table d'analyse, elle comporte toutes les règles disponibles. Flot de sortie, il comporte uniquement les règles utilisées pour l'analyse de la chaîne. Et la pile, elle stocke la règle utilisée à chaque étape de l'analyse, à chaque étape. Elle sera modifiée en fur et à mesure durant ou bien au cours de l'analyse syntaxique. Donc, on va faire en fait un exemple de l'analyse, voilà, de notre analyse syntaxique. Prenons ces règles-là, les règles de dérivation. On considère qu'ils sont stockés dans un tableau, c'est la table d'analyse. On va voir ultérieurement comment implémenter et comment construire la table d'analyse. Pour le moment, gardez en votre tête que cette table d'analyse comporte les dérivations, toutes les dérivations, voilà, de la grammaire. Voilà notre tampon qui stocke la phrase, la chaîne est suivie par un $. Voilà. Notre pile, initialement, ce sont les conditions initiales. Elle porte $, et l'axiome. Elle porte $, et l'axiome, initialement. Le tampon, il porte initialement la chaîne à analyser qui se termine avec un $. Et puis on commence notre analyse. Si on trouve que l'élément qui se trouve au sommet, qui se trouve tout à gauche, c'est-à-dire, je m'excuse, tout à droite de la pile d'éléments qui se trouve tout à droite, qui est l'unique S, c'est un non terminal. Donc, nous devons transformer
ce non-terminal en un terminal correspond à l'élément courant qui est le symbole à lire, qui était petit a. Pour ce faire, pour transformer de grand S à cet élément courant, à ce symbole courant, on doit choisir une règle de dérivation qui permet de dériver S en petit a. Pour ce faire, je me trouve que j'ai la possibilité d'utiliser la règle S se dérive en petit a, grand S, petit b, grand T. Pour ce faire, hop, j'ajoute la deuxième ligne, voilà. Le flot de sortie marque ou bien indique ou bien stocke la règle utilisée. Voilà, on a la première règle utilisée. Ce S se dérive en petit a, grand S, petit b, grand T. Comment peut-on stocker la partie droite au niveau de la pile? J'ai dit précédemment que cette partie droite va être ajoutée à l'envers au niveau de la pile. Donc, on va inverser cette règle-là, va être grand T, petit b, grand S, petit a. Et voilà, on a trouvé que l'élément de la pile le plus à droite, qu'on appelle le sommet de la pile, est identique au symbole courant où il y a la tête de lecture. Donc, dans ce cas-là, je peux éliminer les deux éléments. On peut éliminer la sommet de la pile et le symbole courant. Hop, on a éliminé ces éléments-là qui sont jaunes. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste grand S et petit c. Toujours, je cherche la règle qui me permet de transformer le nom terminal S en quoi? En symbole courant qui était petit c. Donc, je peux utiliser S se dérive en petit c t. Voilà, S se dérive en petit c t. On va stocker à l'envers cette partie droite et ça sera, on va remplacer grand S par grand T petit c, qui est l'envers de petit c grand T. J'ai trouvé une correspondance entre la sommet de la pile et l'élément courant, ou bien le symbole à lire courant. Donc, je vais éliminer ces deux symboles. Hop. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste TBT et CBA BD$. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Toujours, je vais dériver T pour avoir un petit c. Dériver T pour avoir un petit c. Oui, j'ai eu la règle de dérivation. T se dérive en petit c. C'est très simple. T se dérive en petit c, j'ajoute petit c et j'élimine les deux éléments correspondants. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste TB et il me reste pas après l'élimination de C, il me reste petit b, petit a, petit b, petit d et $. Je me trouve, tiens, l'apparition de deux nouveaux correspondants, petit b au niveau de la sommet de la pile et petit b au niveau de la tête de la lecture. Donc, j'élimine petit b de part et d'autre. Et voilà, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste grand T et dans le tampon d'entrée, il me reste petit a, petit b, petit d. Donc, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais donc transformer ce T-là en petit a. Quelle est la règle qui me permet de faire ça? C'est T se dérive en petit a, grand T. Donc, j'utilise cette règle de dérivation. Et je vais remplacer tout simplement grand T par l'envers de cette partie droite qui est grand T petit a. Voilà, j'ai remplacé ce T par grand T petit a. J'ai trouvé deux correspondances, donc je vais l'éliminer. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste toujours, je reviens à grand T tout seul au niveau de la pile et au niveau du tampon, je trouve petit b, petit d. Et voilà, grand T au niveau de la pile, petit b, petit d au niveau du tampon d'entrée. Donc,
Ce T-là va être remplacé par B. J'utilise T, il se dérive en BS. Voilà. Et j'écris à l'envers la partie droite au niveau de la pile. Donc, je vais inverser, j'écris grand S, petit b, et voilà, j'élimine les deux correspondants, les deux éléments correspondants. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste grand S et petit d. Et on a S se dérive en petit d. Il suffit de remplacer S par petit d. Et je trouve petit d, j'élimine les deux petits d et je trouve au niveau de la pile le symbole dollar et au niveau du tampon, le symbole dollar. C'est la condition d'arrêt de l'analyse avec un succès d'analyse. Alors, c'est l'algorithme de l'analyse syntaxique descendante. On va voir dans les séances suivantes comment construire la table d'analyse pour qu'on puisse bien entrer en détail et voir les notions de premier et les notions de suivant. Alors, cette partie va être euh, continuée ultérieurement, Inch'Allah. Donc, je vous invite à réviser votre cours et à voir en fait les exercices à faire, des tentatives au niveau des TDI. Et voilà, merci pour votre, merci pour votre attention.